Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon pour la santé, docteur Serge Rafale, bonjour. Bonjour Nicolas. Le rêve éternel de l'humanité est de prolonger l'apparence de la jeunesse avec ses capacités de séduction et de fascination. La chirurgie esthétique participe à ce combat contre les stigmates du vieillissement, considérés quelque part comme les prémices d'une mort prochaine, sociale puis effective. Elle prend donc part à la lutte pour une meilleure qualité de vie et pour la vie elle-même. Et qui de mieux que le docteur Vladimir Mitz, notre chroniqueur habituel de notre magazine C'est bon pour la santé. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. Eh ben oui, je disais qui de mieux que vous, chirurgien esthétique esthétique et de réparation, avec votre expérience et votre renom, qui pour une fois, nous fait le coup de l'ascenseur social, puisque vous n'êtes plus chroniqueur dans cette émission, mais invité pendant 48 minutes. Et j'en suis très fier, mais je me place ici en tant que médecin. Je suis chirurgien, mais c'est le médecin aussi qui doit parler parce que je pense que la qualité de la vie, pour chaque individu, est devenue un élément vraiment majeur dans son quotidien. Et quand la vie devient inconfortable parce qu'on a des complexes, il y a des actions à entreprendre. C'est la raison pour laquelle vous avez changé de fauteuil aujourd'hui, changé de place. C'est comme à l'Académie française. Pour ce livre Rajeunir, aux éditions de Paris Max Chaleil, vous êtes avec nous Vladimir, pendant cette émission. Tout de suite, c'est l'entretien avec Serge. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Mon cher Vladimir, bonjour. Alors vous avez, comme l'a expliqué Nicolas, changé aujourd'hui de siège et de casquette. Vous réfléchissez de longue date à votre spécialité, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous êtes intervenu régulièrement dans les médias et les sociétés savantes, tout en poursuivant parallèlement une activité à la fois clinique et de recherche. Nous y reviendrons. Je rappelle que vous êtes probablement un des chirurgiens de réparatrice et d'esthétique les plus expérimentés et les plus réputés. Vous avez créé SOS Main en 1972 à l'hôpital Boucicaut, dans le service du professeur Villain que vous aimez à citer. Vous êtes membre de l'Académie de chirurgie depuis 1999. Votre dernier ouvrage, Rajeunir, nous explique que se préoccuper de son apparence n'est en rien une démarche futile. C'est d'abord un impératif sociétal où se profile derrière en filigrane l'expression profonde et puissante du désir de vivre dans un corps qui nous trahit progressivement. Nous sommes dans une société qui a peur socialement et politiquement du vieillissement, de la décrépitude et de la mort, qu'elle tente furieusement de repousser. Eh oui, vous avez parfaitement défini ce chemin qui est un chemin difficile pour la vie et pour la beauté de la vie et pour la vie en beauté. Parce que le problème principal qui se pose à nous autres vivants sur cette terre, c'est une injustice. On vit dans un monde d'injustice. L'écologie est différente d'un endroit à l'autre, la salubrité est différente d'un endroit à l'autre, et en plus la génétique nous trahit. C'est-à-dire qu'en plus, nous sommes condamnés par nos gènes parentaux à vieillir plus ou moins vite, à attraper des maladies, et par exemple au niveau de la peau, avoir des fibres élastiques qui donnent l'élasticité de la peau, qui vont se fragmenter. Elles vont se fragmenter d'autant plus qu'on se met au soleil, donc attention pour ceux qui vont partir cet été, protégez-vous si vous avez une peau de blonde fragile et les yeux bleus. On le verra tout à l'heure avec le docteur Henri Pavin qui est notre invité. C'est très important. Et puis une fragilité aussi au niveau de l'accumulation des tissus gras, l'accumulation du calcaire au niveau de notre corps, qu'il s'agisse des artères, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce calcium va aussi se placer sur nos fibres élastiques et va casser les ressorts de la peau. Et donc dans ce monde d'injustice, quelque part, le médecin, le chirurgien, c'est le dernier des justes. Il essaye de vous rendre service. Et ce service est à double tranchant, si j'ose dire, avec un bistouri. Il peut être très efficace si tout se passe bien, il peut être dramatique et très mal vécu s'il y a une anicroche, la moindre anicroche, d'autant plus que maintenant, une anicroche peut conduire à un procès. Et donc on vit dans un monde extrêmement curieux, comme si la société, le médecin, le chirurgien, vous devez la guérison, vous devez la perfection, et s'il ne vous la donne pas, il finira en prison. Alors, la gériatrie a été remplacée par la médecine anti-âge, ce qui indique le virage non seulement sémantique, mais aussi mental de la société. Eh oui, ça c'est quelque chose qui est vraiment frappant, c'est que dans les endroits où on met les vieux ensemble,
soudain on s'est aperçu qu'il fallait qu'un coiffeur vienne, qu'il y ait une manucure. Ces gens-là se regardent les uns les autres. Il y a parfois des idylles. Bref, c'est pas parce qu'on vieillit que la vie s'arrête. Et c'est d'autant plus vrai aussi que les gens vivent seuls. Une femme qui a perdu son mari, ses enfants se sont éloignés. Qu'est-ce qui lui reste dans la vie si ce n'est pas se regarder dans le miroir quand elle monte dans l'ascenseur, surtout ce complexe du miroir de l'ascenseur qui est tellement frappant. Eh bien, si elle se juge pas très belle, son moral va capituler et c'est vrai qu'elle a moins de désir de vivre. Et donc, on peut dire que la médecine anti-âge, c'est une médecine qui est devenue celle qui doit propulser notre désir de vivre au quotidien au plus haut en essayant d'utiliser tout ce qui est à notre portée. Et qu'est-ce qui est à notre portée ? C'est pas se saouler, c'est pas la drogue, c'est vraiment un peu le bien-être. Et alors, c'est là où il y a une dimension économique énorme qui se profile à l'horizon. Mais une modification très importante des mentalités avec l'importance du paraître et de l'image, des réseaux sociaux, où l'on se photographie quotidiennement sous toutes les coutures et dans toutes les situations ou activités, alors que vous ou moi, nous ne possédons que quelques images en noir et blanc ou jaunies de nos parents et de nous, enfants. Docteur Rafal, là, vous mettez en avant ce qui se passe chez les jeunes. On vient de parler des vieux. Mais à l'opposé, dans cette population grouillante de ces jeunes gens qui veulent tout de suite exploser dans l'existence, devenir millionnaires, très beaux, vedettes de cinéma, vedettes de télévision, l'apparence, les selfies sont d'une importance colossale. Et c'est vrai que dans notre clientèle, on voit arriver des gens très jeunes, de très jeunes gens, filles ou garçons, et qui viennent parfois pour des problèmes futiles. Je vous donne un exemple auquel on ne pense jamais. On pense toujours au visage, à l'apparence. Mais j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'il se trouve que leur pouce est trop gros. Un pouce trop gros, ça les gêne, ce qu'on appelle un pouce en massue. C'est vrai que ça s'opère, ça peut se guérir même, avec une plastique très astucieuse. Mais est-ce qu'il serait venu à l'idée de nos ancêtres qui étaient fermiers de venir consulter parce que leur doigt était considéré comme trop gros ou pas symétrique par rapport à l'autre côté? C'est vous dire que ces paradigmes de différence dans la société sont devenus maintenant extrêmement pointus, extrêmement sélectifs. La chirurgie, comme l'a dit Nicolas, est donc une étape dans la lutte pour la survie et la vie. Oui, je pense que la chirurgie, et quand elle est surtout réussie, elle transforme très positivement la vie des gens. Nous avons des patients qui ont eu des années de psychothérapie, de psychanalyse. Et les psychanalyses avaient toujours tendance à dire « bah non, votre nez, il vous va bien, c'est pas la peine d'aller vous faire opérer, il faut l'affronter, il faut le porter, il faut l'assumer par rapport à... C'est vous. Et puis, parfois, à 50 ou 60 ans, ces patients se font opérer et leur visage s'éclaire, leur vie s'éclaire. Je dis « mais si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt parce que ça a changé ma vie. » C'est pas facile parce qu'à cet âge-là, il faut quand même au moins un mois et demi pour se reconnaître. Mais quand ils reviennent, ils sont vraiment transformés. Ils ont une nouvelle impulsion. C'est des Tesla de l'existence. Ils sont totalement branchés sur l'électricité de la vie. C'est formidable de voir ça chez nous. Quand on voit ces patients heureux, c'est un bonheur pour eux, mais pour nous aussi. La chirurgie, Dr Mitz, a toujours existé, mais des progrès colossaux ont été réalisés depuis le début du XXe siècle et l'apparition de la médecine esthétique que vous avez, je crois, intégrée à votre pratique. Oui, alors parmi les progrès, je voudrais signaler quand même 2 chirurgiens juifs allemands. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le premier s'appelle Eugène Hollander. Il venait probablement des Pays-Bas de l'époque, mais il vivait en Allemagne. Et c'est lui qui, le premier, a eu l'idée, devant des patients qui demandaient « est-ce que vous pouvez pas me rajeunir, m'enlever ces petits plis ?» de faire des petites... Il enlevait des petits fragments de peau devant les oreilles, au niveau des tempes. Il décollait un petit peu les tissus pour essayer de les rajeunir. On peut dire que c'est lui l'inventeur des liftings. C'était dans les années 1905-1906. Et un deuxième, Jacques Joseph, qui lui est un géant de notre spécialité, et qui lui a inventé tout, la rhinoplastie, les liftings modernes. Actuellement, les incisions que nous faisons pour rajeunir quelqu'un sont exactement les incisions qu'avait mis au point ce chirurgien Jacques Joseph de Berlin. Vous dites c'est le père de la chirurgie esthétique réparatrice. Oui, c'est vraiment un homme extraordinaire, mais qui a très mal vécu parce qu'il y avait un antisémitisme déjà énorme, et il est mort avant que Hitler arrive au pouvoir, mais déjà dans le service qu'il dirigeait, il commençait à être mis de côté, et donc il a vécu cette période terrifiante où on vous enterre vivant, et alors que lui était un génie. Parmi les pionniers,
une femme, Vladimir? Alors, il y a une femme en France aussi, et ça c'est très intéressant, elle s'appelle Suzanne Noël. Suzanne Noël était une chirurgienne qui, c'était très rare à l'époque, avait réussi à être interne et qui a travaillé avec un chirurgien qui s'appelle Morestin. Morestin, il venait des Antilles, et donc lui aussi, c'était un sang mêlé, qui a réussi aussi à révolutionner son service, à être chef de service. Il était un chirurgien tellement brillant, et il a eu 2 élèves, Suzanne Noël et Passot. Et Suzanne Noël, elle a commencé par réparer les gueules cassées de la guerre de 14, et puis ensuite, elle a constaté qu'il fallait absolument que la chirurgie esthétique soit mise à la portée du public. Et c'est elle, par exemple, qui a opéré Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt avait eu un lifting raté aux États-Unis, elle était très malade, très malheureuse, parce qu'elle avait peur de paraître sur scène. Et donc, elle est allée voir Suzanne Noël, qui lui a fait des petites opérations, inventions de son genre, elle sous anesthésie locale. Elle lui a enlevé un petit peu de peau à gauche, à droite, pour essayer de rétablir son visage. Et c'est grâce à cette collaboration que Sarah Bernhardt a pu continuer sa carrière. On sait qu'après, Sarah Bernhardt a eu d'autres ennemis, mais Suzanne Noël a été une chirurgienne très importante, grande féministe, grande figure de notre spécialité. Mais en 1974, une date qui intéresse Nicolas, vous, en association avec le docteur Tessier, vous osez ce qu'on appelle le SMAS. Alors voilà, c'est une révolution dans Oui, la chirurgie. c'est une grande révolution, et c'est maintenant qu'on assiste seulement à l'explosion en quelque sorte de ces techniques. Qu'est-ce qui se passait autrefois? Pour rajeunir une personne, on faisait des liftings où on tirait la peau. C'est comme si la femme de ménage ou la femme d'intérieur, pour refaire le lit, elle ne tirait que la couverture, et puis elle ne s'occupait pas ni des draps, ni des oreillers. Et donc, comme j'étais professeur d'anatomie à la faculté de médecine, ça m'a passionné d'étudier le visage, et je me suis aperçu que sous la peau, il y avait une deuxième couche tissulaire qu'on pouvait éventuellement utiliser pour rajeunir le visage, parce qu'on pouvait avec elle remonter les tissus profonds du visage. Et donc j'ai publié cette publication qui au début, comme d'habitude il se passe dans la science, exactement ce phénomène. Au début, on vous dit c'est intéressant mais ça sert à rien. Et puis il y a une deuxième phase, on vous dit c'est pas mal mais ça n'a pas d'avenir. Et la troisième phase, je dis, mais c'est pas vous qui deviez le faire. Non, tout le monde le sait. Et c'est vrai que la découverte de cette structure m'a permis de faire des liftings qui étaient donc différents de ceux des autres, parce que comme cette femme d'intérieur, je remettais les oreillers graisseux à leur place, je retendais les draps, et donc le résultat de ces liftings était naturel, efficace, et finalement durait plus longtemps que si on ne faisait que retendre la peau. Dans votre livre, vous dites les buts d'un lifting, se transformer, embellir, donner du volume. Je crois qu'il y a un témoignage dans votre ouvrage. C'est un texte alors que je me permets de lire, issu de votre ouvrage, Vladimir. Docteur, je ne me supporte plus. Chaque fois que je me regarde dans un miroir, j'ai un coup au cœur. Le front ridé, tout ridé, ces plis entre les yeux, mes paupières qui tombent et me cachent le regard, ces cils que l'on ne voit plus à cause de la peau qui est trop lourde par-dessus. Imaginez comment je me sens le matin, docteur. En plus, la bouche s'est atrophiée, j'ai de petites ridules sur les lèvres qui augmentent dès que je fais la grimace et le creux des lèvres avec des plis dès que j'ouvre la bouche. Regardez mon cou, docteur, la peau pendouille, ballotte dès que je tourne la tête. Alors je compte sur vous, docteur, je sais bien que je ne peux pas revenir à mes 30 ans, mais on m'a dit que vous aviez mis au point une technique qui permet de rajeunir d'une façon naturelle et discrète. Je veux que mes petits-enfants soient fiers de leur grand-mère et que je puisse me promener avec eux sans que leurs copains se moquent de la mémé. C'est souvent... Eh oui, c'est ça, c'est vraiment ça le cas, c'est ce qu'on constate dans nos consultations, c'est que la demande de rajeunissement, elle n'est pas égoïste. Et que ces femmes et ces hommes, oui, mais c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est vrai que quand un garçon se promène avec sa grand-mère et qu'elle a un coup de dindon, il va avoir tendance à faire le geste de le faire bouger, ce qui est très vexant. Le gamin, non, le gamin, il n'a pas honte. Mais c'est la mémé qui a honte. Et c'est pareil quand on est grand-père et qu'on a des poches sous les yeux et qu'on est sujet à des moqueries importantes parce que ça fait vieux et usagé, eh bien, on a envie pour ses petits-enfants d'être vraiment à la hauteur, parce que l'esprit reste. En fait, ce qui est extraordinaire dans notre société, c'est qu'à 70 ans, tout le monde a 50 ans, avec les moyens de la télévision. Et 30 dans la tête. Voilà, oui, et ben on reste jeune, et donc notre corps vieillit trop vite. Et donc ce qu'on a envie, c'est d'essayer de ramener à notre âge mental notre enveloppe corporelle. Et c'est compliqué, techniquement. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour bien expliquer que c'est pas si simple, c'est pas un coup de baguette magique, mais qu'en s'adressant à chacun des problèmes que nous constatons, on peut y apporter des réponses. Pas à 100% efficaces, mais quand même
on peut arriver à résoudre cette équation à plusieurs inconnus qui est complexe, mais qui est soluble. À cette personne, vous avez proposé donc un lifting de la face. Alors, il y a plusieurs liftings. Il y a la technique avec le SMAS, il y a les mini-lifts. Vous pouvez nous expliquer les différences de ces interventions ? Oui. Alors, c'est vrai que quand on reçoit un patient, nous, on a un examen de professionnel, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, il y a deux grands domaines qui sont importants. Il y a le problème de la peau et des structures sous-jacentes sur les côtés du visage qui peuvent être affaissées. Et il y a un deuxième problème très différent qui est la fonte des volumes. Par exemple, chez les femmes, de façon génétique, très souvent, tout ce qui est le tour de bouche va s'aplatir, s'affaisser, les ridules vont apparaître, les lèvres vont s'affiner. Chez l'homme, un peu moins, parce que chez l'homme, on a la moustache et la barbe qui donnent une couche glandulaire supplémentaire. Donc, on a moins cet effet. Mais actuellement, l'opération de rajeunissement, elle ne consiste pas seulement à retendre la peau, pas seulement à retendre le SMAS, avec des vecteurs qui diffèrent pour chacun d'entre les chirurgiens qui opèrent, mais aussi à remplir, à remettre les éléments qui sont tombés à leur place et éventuellement à rajouter. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour rajouter ? C'est vrai que là, il y a eu des grands progrès. Il y a eu d'une part pour nous le fait de diminuer les rides qui sont liées à des contractions des muscles grâce au Botox, qui les paralyse. Donc c'est l'introduction de la médecine esthétique dans votre spécialité. Tout à fait, exactement. Il y a l'utilisation de l'acide hyaluronique, qui est un produit qui permet de regonfler les sillons nasogéniens, un petit peu aussi les lèvres. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le lipofilling, qui consiste à prélever de la graisse sur le patient lui-même. On ne va pas le prendre ni chez sa mère, ni chez sa sœur, c'est sur lui. On va isoler un certain nombre de cellules les plus petites possibles et on va les greffer. Et là, c'est extraordinaire parce que dans la graisse qui est tellement détestée par nos patients, il y a ce qu'on appelle des cellules souches. Ce sont des cellules qui ont la capacité de régénérer les tissus d'alentour, de rajeunir. C'est des cellules formidables qui peuvent se transformer en d'autres cellules. Et donc, en faisant ce lipofilling, on arrive à restaurer les volumes d'une façon naturelle et biologique. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on devient un véritable sculpteur de la chair. Et n'est pas sculpteur qui veut. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et là où on voit aussi, nous, des problèmes, c'est quand trop a été fait. Visage trop tiré ou visage trop rempli. Les images qu'on voyait il y a quelques années, mais qui existent encore. Qui existent encore parce que le don manuel de faire ces opérations n'est pas donné à tout le monde. C'est évident qu'il y a derrière ça un caractère économique. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent se disent l'argent derrière tout ça. Il faut savoir que la grande majorité des chirurgiens et des médecins ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour être heureux dans leur relation avec leurs patients. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Il faut préserver cette éthique. Si des médecins ou des chirurgiens travaillent pour l'argent, fuyez. Parce que ça, c'est anormal. C'est pas seulement un gagne-pain, la médecine ou la chirurgie. Ça doit être un problème pour nous d'honnêteté intellectuelle pour donner aux patients ce qu'il y a de mieux en fonction de la science que nous connaissons. Dr Mitz, pour quelle raison la chirurgie esthétique est quelque part honteuse chez nous ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les patients en Europe veulent être naturels, ils ne veulent pas que d'autres autour d'eux s'aperçoivent qu'un geste chirurgical a été fait parce que ça veut dire « je suis transformé, ce n'est pas vraiment moi, c'est quelqu'un d'autre que vous voyez ». Donc il y a cette culpabilité par rapport au changement que nous subissons et qui serait lié à une action dont nous voulons vraiment taire le nom de celui qui l'a fait. Moi, je sais que j'ai des patientes très heureuses parce que je les ai opérées, mais jamais elles ne diront mon nom, même pas à leur meilleure copine, parce qu'elles préfèrent être en secret, que je sois en secret à l'intérieur d'elles-mêmes, mais elles ne veulent pas que leur copine soit opérée par moi, parce que c'est quelque chose qui reste secret. Dans votre livre, vous dites beaucoup de stars refusent de reconnaître qu'elles ont fait de la chirurgie esthétique. Elles reconnaissent du bout des lèvres une injection de médecine esthétique. Voilà, parce que c'est moins grave. Et la deuxième raison, c'est parce que ça veut dire que quelque part, je vais vers un destin que je me suis moi-même choisi. Je ne suis pas écolo, je ne suis pas totalement écolo. J'accepte pas l'idée des cheveux blancs, du vieillissement, du poche sous les yeux, du cou de dindon, du petit ventre qui me déforme, du dos qui se déforme. Donc, quelque part, pour beaucoup de personnes actuellement,
La bienséance, c'est de s'accepter tel qu'on est, de dire, après tout, c'est la vie, j'ai été faite comme ça, mon cerveau, ça va pas mal, et je vois pas pourquoi j'irais aller me transformer. Et donc, pour ces deux raisons, attitude écologiste, où je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie que j'ai été opéré, ces deux raisons poussent, en France en tout cas, ou en Europe, les chirurgiens à essayer d'être le plus naturel possible. C'est pas pareil dans le monde entier. Aux États-Unis, même dans les pays asiatiques, il faut que ça se voit, parce que ça a une autre signification. Ça a une signification économique. Je veux que vous voyez que j'ai eu l'argent pour me faire opérer. Voilà, exactement. Je le vaux bien. Je suis capable de me le payer. Quel est l'âge limite pour le premier lifting et peut-on subir plusieurs liftings? Alors, l'âge limite, il est en général autour de 45, un petit peu, comme vous le disiez 45-50 ans, mais il y a des maladies où il y a un vieillissement prématuré de la peau. Il y a des syndromes où les gens à 20 ans ont une tête de 50 ans. Donc j'en ai eu, il y a des professeurs qui m'ont envoyé de ce type de patients parce qu'ils ont des déformations de la peau et on les opère, aussi bien au niveau du visage, souvent aussi au niveau des aisselles par exemple, parce qu'il y a un vieillissement à cet endroit-là qui se produit. Et donc oui, on peut opérer beaucoup plus jeune, mais c'est rare. En tout cas, on n'opère pas pour ne pas vieillir. Pour nous, médecins, l'éthique, c'est on opère parce qu'on voit qu'il y a un signe de vieillissement, signe objectif de vieillissement. Ensuite, écoutez, moi je suis né au lifting, avec les 3e liftings, ceux que je faisais après que mon patron Raymond Villain en ait déjà fait 2 dans sa carrière à la même patiente, et moi je faisais ensuite le 3e. Et donc vraiment, je pense que si les liftings sont bien faits, il n'y a pas de nombre limite de lifting. J'ai eu des patients de 80 ans qui revenaient pour un lifting parce qu'ils étaient encore actifs dans la vie. La durée d'un lifting, c'est une dizaine d'années, c'est ça? 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Bien, la question que je voulais vous poser, quels sont les secrets d'un lifting réussi et à l'inverse d'un lifting raté? C'est un petit peu ce que vous venez de nous dire, je pense. Alors, les secrets d'un lifting réussi, c'est qu'on ne voit rien. La patiente ou le patient va retrouver son travail au bout de 15 jours, 3 semaines, on va lui dire « t'as bonne mine ». Il ne voit ni les cicatrices qui sont dissimulées à l'intérieur des oreilles, il ne voit pas les changements de volume, il ne voit pas les changements de la qualité de la peau qu'il attribue à des vacances ou à un soleil. C'est ça un lifting réussi, c'est un lifting qui permet de préserver le naturel, qui ne change pas le ou la patiente. Un lifting raté, alors il y a 2 raisons pour qu'il soit raté, il y a 2 façons de le voir. Il y a le raté pour soi et le raté pour les autres. Le lifting raté, c'est quand la meilleure copine vous dit « Mais qu'est-ce que t'as? T'es pas pareil des 2 côtés. T'as mauvaise mine. T'as mauvaise mine. Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et là, c'est un choc terrible. Et puis, sinon, c'est la patiente elle-même qui n'est pas contente parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas de perfection dans son résultat et qu'elle voudrait que ça soit encore mieux et il lui faut une retouche ou une reprise. Ce n'est pas satisfaisant. Nous, médecins, des fois, il faut accepter ces critiques. Fin de la première partie. Dr Mitz, je vous remercie beaucoup. On dira, si vous voulez bien, un mot du tourisme médical avec les interventions à bas prix. On est ensemble avec Vladimir, voilà, Vladimir Rajeunir aux éditions de Paris, Max Chalet. J'ai appris qu'on était jeune, mais que je pouvais avoir des aisselles de cinquantenaire, mais un visage de vingtenaire. C'est quand même une bonne nouvelle. Vous voyez que nos auditeurs, auditrices ont rajeuni pendant cette première partie, j'en suis persuadé. Alors tiens, je vous propose, Serge, un petit quiz. On peut pas dire dans une émission consacrée à la chirurgie esthétique et réparatrice un pot pourri, mais on peut dire le meilleur. Voilà, une anthologie. Tiens, connaissez ces chanteurs-chanteuses qui ont chanté la lutte contre le vieillissement. C'est parti et on se retrouve tout de suite. Rien de désagréable. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Deuxième partie de C'est bon pour la santé. Je crois que nos auditeurs ont trouvé toutes les chansons de notre petit quiz musical. Serge Reggiani, Johnny Hallyday. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Vladimir Mitz pour son livre Rajeunir, nouvelle technique aux éditions de Paris, Max Chaleil. C'est le verbe le plus employé quand les patientes viennent vous voir. Je veux rajeunir, c'est le verbe que vous entendez le plus. Ouais. Oui. Et pourquoi nouvelle technique ? C'est le sous-titre de ce livre, nouvelle technique, parce que ça bouge tout le temps. Bouge tout le temps et qu'en 20 ans, le paysage a totalement changé. Bon, on en dira encore quelques mots. Le docteur Henri Pavin nous a rejoint pour dermatologue, pour une chronique, qui est en lien également avec notre thème du jour, rajeunir, avec le docteur Vladimir Mitz. Bonjour, cher Henri Pavin. Dermatologue, je le disais. Votre spécialité qui permet d'intervenir avant et parfois après la chirurgie. Quelles sont les précautions à prendre, docteur Pavin, pour avoir et pour entretenir une peau belle et saine, et surtout peut-être pour éviter le recours à une pratique de chirurgie ? Alors, nous ne sommes malheureusement pas égaux, donc certains vont vieillir plus vite que d'autres pour des raisons génétiques. Excusez-moi. Mais par contre, le point extrêmement important, c'est se protéger du soleil, parce que les UV, ça est montré depuis longtemps, sont le facteur numéro 1 extérieur qui va augmenter et accélérer le vieillissement cutané. Donc la première chose à faire, c'est se protéger du soleil en mettant des écrans totaux, c'est-à-dire 50 plus et non pas 20 plus. Même après 3 semaines d'exposition, il faut continuer avec du 50 plus et éviter les heures les plus chaudes de la journée. Moi, ce que je conseille à mes patients, parce que ce qui est écrit, c'est de dire qu'il faut en mettre toutes les 2 heures. Très honnêtement, dans la vie courante, toutes les 2 heures, ça n'est pas possible. Donc, ce que je conseille, c'est d'en mettre le matin avant de sortir et puis à l'heure de déjeuner, qui est aussi un moment de pause. Parce que là, il y a le retour des beaux temps à Paris, en tout cas. On nous écoute également en Israël. Il fait beau toute l'année en Israël. Mais là, à Paris, le retour du beau temps, des terrasses, même avec un petit temps frais, 15 degrés, s'il y a du soleil, on se couvre. Alors, il faut être raisonnable. Si vous sortez une demi-heure prendre un café avec, en couple, passer un moment agréable, vous pouvez très bien éviter pendant cette demi-heure de vous protéger. Mais par contre, si effectivement c'est le week-end, vous partez en randonnée, vous promenez, aller déjeuner chez des gens qui ont un jardin, être à l'extérieur, c'est mieux à ce moment-là de se protéger. C'est quoi les horaires les pires ? C'est de 10h du matin à 16h C'est 10, 14, avec une extension vers 16 aussi. Alors attention, vous avez l'heure légale, mais vous avez aussi l'heure solaire. Il faut tenir compte de l'heure solaire qui, en fonction de l'endroit où vous êtes, a un décalage. La peau, c'est l'organe le plus étendu. On a parlé le plus étendu de l'organisme. On a parlé avec Vladimir dans cette première partie de la peau et aussi de ce qu'il y avait sous la peau. Quels sont les meilleurs amis de la peau ? On vient de parler du pire ennemi. C'était peut-être un long passage au soleil. Les meilleurs amis de la peau, quels sont-ils ? Alors, l'hydratation. L'écran total, d'abord. L'hydratation, c'est assez amusant parce que vous avez des études qui sont très variables en fonction du sexe. Les femmes s'hydratent tous les jours. Beaucoup d'hommes, en fonction de leur âge, ne s'hydratent pas. C'est-à-dire que les hommes âgés comme moi, on n'a quasiment jamais mis une crème de notre vie, même si je passe ma journée à en prescrire, honnêtement, sauf quand j'ai la peau sèche, que j'ai une sensation désagréable. Et alors, est-ce qu'il faut en mettre quand on est un homme ? Parce que personnellement, j'en mets strictement jamais non plus. Il y a 2 choses dans votre question. Il y a l'aspect de la peau et il y a l'intérêt pour la peau. C'est sûr qu'une peau qui est un peu déshydratée, elle est moins lumineuse, donc il est mieux de mettre un écran total pour l'aspect. Pour éviter le vieillissement cutané, je ne suis pas persuadé qu'il soit absolument indispensable de mettre une crème hydratante tous les matins ou le soir aussi pour dormir. Maintenant, ça dépend aussi du type de peau. Il y a des gens qui génétiquement ont la peau sèche. Là, ils ont besoin de se mettre une crème hydratante tous les jours. Mais pour quelqu'un de lambda qui n'a pas de peau sèche, c'est pas forcément obligatoire. Chez les femmes, ce qui les pousse aussi à le faire, d'abord, c'est des habitudes culturelles.
premièrement. Et deuxièmement, il y a le maquillage. C'est-à-dire que se maquiller sans mettre une base, donc une crème hydratante, on y arrive beaucoup moins bien. Vladimir, c'est vrai qu'il y a sur l'hydratation de la peau, il faut le faire tous les jours. Quand vous avez des patients qui viennent vous voir et qui veulent de la chirurgie réparatrice pour leur peau, est-ce que ce sont des gens, vous parliez de l'inégalité, de l'injustice du traitement génétique. Ce qu'a dit aussi le docteur Pavin, c'est-à-dire on est vraiment tout à fait inégaux par rapport aux problèmes cutanés. Nous, on a quand même un problème, c'est que pour opérer, on doit désinfecter et on utilise des substances qui sont très desséchantes au niveau de la peau. Et c'est ce qui fait qu'on conseille l'hydratation. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est d'utiliser des petites bombes d'eau minérale dont elles peuvent s'asperger et elles les mettent, je leur dis de le mettre au frigo, parce que l'intérêt, quand c'est frais, que vous aspergez avec ces bombes d'eau minérale qui font pchit-pchit sur votre visage, c'est que le côté froid fait contracter les petites fibres musculaires autour des pores et donc ça retend un petit peu la peau. Donc pas totalement inutile. Et c'est pas totalement inutile et en même temps ça permet de dégager les petits éléments de la rue, les poussières de goudron. Donc vraiment c'est une bonne précaution de se nettoyer la peau avec ces brumisateurs qui est un système simple et peu onéreux. Docteur Pavin, quel produit on utilise Docteur Mitz parle des bombes, d'eau. Pour les personnes âgées qui ont la peau plus sèche, qu'est-ce que vous conseillez? On se lave le visage avec quoi ou on se lave pas le visage? D'abord, il faut bien comprendre, parce que ça c'est une erreur qui est souvent faite par les patients, que l'hydratation cutanée, c'est pas amener de l'eau, c'est empêcher l'eau de partir. Puisqu'en fait, on a une perte hydrique quotidienne et que le seul moyen, puisque l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, c'est d'appliquer une crème pour garder l'eau. L'intérêt du brumisateur, c'est effectivement d'avoir un effet immédiat, un effet fraîcheur, un effet aussi pour éliminer certaines impuretés, mais ça hydrate pas de manière continue sur la journée. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre une crème hydratante. Alors après, la crème hydratante, elle va dépendre des saisons, c'est-à-dire que en été, on a la peau qui n'est pas très agressée parce qu'il y a moins de froid, donc on peut mettre une crème légère qui est en fait, puisque une crème c'est toujours une émulsion d'huile d'en haut ou d'eau dans l'huile. Donc à ce moment-là, on met une base aqueuse et on met des gouttelettes d'huile. Donc ce sont ce qu'on appelle les crèmes légères, les crèmes de jour, et ça suffit tout à fait largement. Et l'hiver, si on sort beaucoup, par exemple à Paris, puisque plus personne ne peut prendre la voiture, si on est en vélo ou en scooter, on a intérêt à mettre le soir une crème de nuit qui est en fait une eau dans l'huile, donc qui est une crème beaucoup plus grasse, qu'on met plutôt le soir parce qu'elle est plus grasse et plus désagréable, et que pour se maquiller, c'est plus difficile. Donc il vaut mieux mettre le matin à ce moment-là une crème de jour et le soir une crème de nuit. C'est ce qui va être le plus performant. Maintenant, il y a un certain nombre d'hommes qui ne se maquillent pas, qui ne mettent rien. En vieillissant, il faut mettre là aussi une crème qui va être adaptée à la situation, parce que la peau est un organe vivant. Donc, elle va se dessécher progressivement au cours des ans. Ça, c'est un effet inévitable. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on a moins de glandes sébacées, qui sont les glandes qui graissent la peau de manière naturelle. Et donc, on a effectivement une peau qui est de plus en plus sèche. Ça commence à se voir au bas des jambes. Vous avez effectivement très souvent des gens qui ont des peaux parcheminées et ça s'étend ensuite à l'ensemble du corps. Et dans ce cas-là, il faut s'hydrater. D'autant plus qu'une peau sèche est une peau qui, à un moment donné, va gratter. Donc, c'est mieux de l'hydrater. Et là, vous avez aussi bien en pharmacie qu'en grande surface de très nombreux produits qui sont proposés. Et j'ai mes préférences personnelles, mais que je ne donnerai pas là parce que je ne suis pas rémunéré pour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sans donner de marque, effectivement? Est-ce qu'il faut exfolier? Est-ce qu'il faut émolier? On a entendu dire que les lotions exfoliantes, puisque Vladimir disait pour enlever, dans les petits pores, pour désobstruer un petit peu les pores, est-ce qu'il vaut mieux plutôt qu'exfolier, émolier? Alors, c'est pas la même chose. L'un n'est pas contradictoire de l'autre. C'est-à-dire exfolier. Vous allez effectivement enlever les peaux, la partie superficielle de la peau, qui sont des couches cornées mortes et qu'on va éliminer un petit peu plus vite et donner un aspect un peu plus lumineux
au visage. C'est ce qui se fait avec des peelings, mais c'est ce qui se fait aussi avec des lotions exfoliantes ou des crèmes exfoliantes. Vous avez les deux. Vous avez des crèmes exfoliantes qui fonctionnent très bien. Mais toutes ces crèmes exfoliantes, les peelings, les lotions exfoliantes ont un caractère irritant. Et donc, pour lutter contre cette irritation, il faut utiliser une crème émolliente de façon à réparer en fait ce que vous avez enlevé pour permettre d'avoir une bonne repousse de la partie que vous avez enlevée. Quel savon on utilise pour le visage ou pas de savon du tout? Alors, je dirais que là, c'est presque une position philosophique. Vous avez des gens qui n'utilisent... Quand moi, j'ai un patient qui me dit « j'ai telle habitude et ça marche bien », je leur dis surtout ne bougez pas, ne changez pas, vous avez trouvé la meilleure chose qui est adaptée à votre peau. Je pense qu'il faut utiliser des produits non agressifs. Il y a un truc qui est terrible, c'est les lotions antiseptiques. Ça, il faut absolument éviter sur le corps ou sur le visage. Ensuite, ça peut être de l'eau simple. Vous avez maintenant plein de marques qui font des eaux micellaires qui sont plus légères, qui sont bien aussi. Ça peut être des laits pour démaquiller. Ça peut être des savons sur gras. Ça peut être des pains dermatologiques. Ça peut être des savons banaux. La seule chose qu'il faut voir, c'est comment vous, patients, vous, personnes, vous allez supporter et adapter. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que même un lait, ça se rince. C'est-à-dire qu'on enlève des impuretés qui sont dans le lait et les gens ont tendance à se dire qu'ils sont lavés. Non, il faut le rincer, soit avec de l'eau, soit avec de la brumisation, soit en rajoutant du lait une fois qu'on a nettoyé. Mais il faut obligatoirement rincer, sinon les impuretés restent sur la peau. Merci, docteur Henri Pavin, d'être venu, dermatologue, je rappelle que vous êtes dermatologue, d'être venu nous raconter un peu l'aventure de cette peau, qui, je le rappelle, est la partie la plus importante, la plus étendue de l'organisme. Vous avez un petit commentaire, Vladimir, sur vous qui travaillez avec la peau en permanence. Oui, je suis absolument d'accord avec mon collègue, et qui a parfaitement résumé les problèmes et la difficulté, parce que quand il dit comment appliquer, exfolier, et puis après il faut réparer, tout ça a l'air simple. Alors les patientes, les femmes ont beaucoup l'habitude de faire ça, elles ont toutes leurs petits train-train, mais c'est vrai que nous les hommes, on a du mal à y arriver. On ne sait pas trop comment le faire, et pourtant je pense que c'est très utile que nous les hommes, on se mette aussi à soigner notre peau, vous ne croyez pas ? Moi je crois que plus on prend soin de soi, plus mieux on est et plus le chemin qu'on fera sur la route sera long. Est-ce qu'il y a des choses à faire peut-être après un acte sur la peau, après un acte de chirurgie? Est-ce qu'on peut conseiller quelque chose? Faut masser les cicatrices. Après, il y a des produits pour le faire. Je ne suis pas persuadé qu'ils ont tous une grande utilité, mais le massage des cicatrices permet de les assouplir, ça c'est sûr. Ça a été bien montré. Et puis ensuite, il faut continuer à s'occuper de sa peau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un geste chirurgical qu'on est définitivement débarrassé du problème de vieillir. Docteur Mitz, vous m'avez frappé, vous dites en période préopératoire et également post-opératoire, vous donnez des conseils alimentaires. Ah oui, c'est très très important. J'ai constaté qu'un des meilleurs moyens d'éviter l'infection post-opératoire, ce que les patients parfois appellent une infection nosocomiale, parce qu'ils pensent qu'ils ont attrapé le microbe à la clinique ou à l'hôpital, c'est en fait un microbe qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Or, à l'époque du professeur Villain, justement, qui a été mon maître, nous avions pour habitude de récolter les microbes qu'il y avait à l'intérieur du nez du patient et le nez des chirurgiens. Et quand il y avait eu une infection, on a fait plein d'études pour savoir d'où venaient ces microbes qui étaient donc en cause. Et dans l'immense majorité des cas, c'était les microbes qui venaient du patient lui-même. C'est-à-dire que quand il y a une infection post-opératoire, c'est les microbes qui vivent sur la peau du patient qui pénètrent à l'intérieur de la plaie. Comment éviter cela? Un élément fondamental, c'est la carence en sucre. Il faut arrêter de manger sucré, sucre, chocolat, alcool, 4-5 jours avant, 4-5 jours après. Ce qui est difficile pour beaucoup de personnes, mais néanmoins, c'est consoler nécessaire. Après le geste chirurgical de Mitz. Oui, mais la grande consolation est de ne pas faire d'infection post-opératoire en évitant l'antibiothérapie. Actuellement, de par la loi, quand on opère un patient, il a une injection d'antibiotiques pendant l'opération. C'est comme ça. Et puis, quand il est réveillé, c'est terminé. Et donc, moi, j'insiste beaucoup auprès de mes patients pour éviter l'infection post-opératoire. C'est ce jeûne
de vrai sucre. On peut manger normalement des pâtes, on peut manger des fruits, tout ce qui est sucre naturel. Ajoutés. Mais les sucres ajoutés sont extrêmement dangereux. Pensez à tous ces jeunes gens qui, en mangeant du Nutella, se retrouvent avec une acné monstrueuse dans les 2 jours qui suivent. C'est ça qui m'a frappé. Ils ont mangé la moitié du pot. Même pas, certes, même pas, parce que pour les microbes, le sucre, c'est le pétrole. Si sur les autoroutes, il n'y a plus d'essence, il n'y aura plus de voitures. Et le but est donc de diminuer le pétrole des microbes. Dites-moi, il y a quelques années, certains services de chirurgie utilisaient le miel pour favoriser la cicatrisation de la peau. Quel est votre sentiment ? Mais ça, c'est très différent. C'est-à-dire que là, l'application du miel avec son sucre sur la plaie a un autre effet. Il fait se multiplier les microbes, mais parmi ces microbes, il y en a des bons et des mauvais. Et donc, les bons microbes prennent le dessus et ils commencent à faire le ménage. C'est comme si les bennes de la ville de Paris arrivaient pour faire le ménage. Donc, c'est une grosse différence. C'est pas pareil de l'appliquer sur les plaies ouvertes ou que de l'ingérer. Mais je ne recommande même pas actuellement. On a arrêté d'appliquer du miel sur les plaies. Il y a d'autres traitements. On l'a fait il y a une dizaine d'années, je crois. Quels sont, Vladimir, les actes les plus demandés à la fois par les patientes et par les messieurs également qui viennent consulter ? C'est quoi C'est le visage. Les choses changent tout doucement, tout doucement. Il reste toujours en numéro 1 la liposuction, c'est-à-dire se débarrasser des formes qu'on n'aime pas au niveau de son corps. Ensuite, c'est la chirurgie... La cellulite et le ventre. Voilà. Ensuite, c'est la chirurgie de l'apparence, c'est-à-dire les paupières. La demande de chirurgie des paupières explose, aussi chez les hommes, parce que avoir des poches sous les yeux ou la peau de la paupière supérieure qui retombe et qui gêne la vision, ça fait moche quand on est en réunion, ça fait vieux, fatigué, ça veut dire qu'on n'écoute pas. Et donc, il y a une demande qui est sociétale de se rajeunir au niveau des paupières. Ensuite, il y a les rhinoplasties, tout ce qui est la forme du visage. Il y a encore une demande qui est très importante de modification des traits, notamment, là c'est différent parce qu'on opère de l'os, qu'il s'agisse du nez ou du menton, ce qu'on appelle des profiloplasties. Là, il y a une demande qui reste extrêmement stable et importante parce que c'est un changement qui est fantastique au niveau de l'apparence. On gagne en beauté, ou on perd en laideur plutôt. Voilà ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, on enlève un complexe et une déformation parce que les normes de la beauté sont quand même bien établies dans notre Europe qui n'est plus médiévale. Et puis après, donc, il y a une opération qui revient maintenant de plus en plus à la mode, c'est le lifting. C'est pour ça que j'ai fait ce livre sur rajeunir, parce que ces liftings qui étaient considérés comme des opérations très chères, très agressives. Et on pensait qu'ils avaient vécu avec la médecine esthétique, avec le botox et l'acide hyaluronique dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait, qu'il y avait on pouvait mettre à l'écart ces vieilles opérations. Là, elle retrouve une nouvelle jeunesse parce qu'on a beaucoup simplifié ces opérations, qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire des opérations à la fois efficaces et plus légères, dont le temps d'éviction sociale est d'une dizaine de jours au maximum. Et donc, c'est quelque chose qui est très important parce que rajeunir de 10 ans ou de 15 ans au bout de 10 jours, sans avoir trop de séquelles, c'est quand même une joie formidable. C'est un avantage énorme dans notre vie sociale, dans notre vie, je dirais, de séduction, de rencontre avec les autres. Et c'est un élément très important, actuellement, c'est que on fait ces opérations, pas seulement dans un but qui est égoïste, ça existe aussi, le fait de se trouver belle, trouver beau dans le miroir, mais c'est aussi par rapport aux autres. Bon, on va peut-être parler dans quelques instants de quelques mythes, de quelques grands mythes, notamment celui de Narcisse, qui se regardait dans le miroir. Juste un mot, Vladimir, sur le tourisme esthétique. On avait dit qu'on en parlerait. Alors, on a l'impression... Vous êtes très, très opposé au tourisme. Oui, j'engage tous nos auditeurs à faire une croix sur leur voyage en Turquie. Tous, absolument tous. En Turquie, en Hongrie, dans tous les pays de l'Est, en Afrique. Les Américains, ils vont au Costa Rica. Parce que ça peut très bien se passer. Je dis que les collègues que nous avons sont excellents. Nous avons formé presque 80% des collègues chirurgiens esthétiques et réparateurs en Afrique du Nord, Tunisie et Maroc. Ils sont très bons. Mais vous dites qu'ils ne sont pas toujours rompus aux techniques modernes. Vous avez expliqué tout à l'heure que le lifting avait beaucoup changé. Tout à fait. Entre-temps, les techniques ont évolué. Et puis, c'est surtout en cas de pépin. Parce qu'il y a quand même 2% de complications quand on fait des opérations, pas forcément sympathiques. Et dans ces cas-là,
même pour ces 2%, il faut être proche de son chirurgien. Il ne faut pas être à 1000 km. Ce n'est pas évident d'aller le retrouver. Ce n'est pas évident qu'il faudra s'occuper de vous. Le tourisme chirurgical, c'est non. En fait, ils découvrent le chirurgien le jour où ils arrivent à la clinique, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument interdire, même si cela vous paraît de payer un peu plus cher en France. Ce que vous payez, c'est votre sécurité. C'est l'assurance d'être bien suivi. Et ça n'a pas de prix. Alors nous sommes depuis l'Antiquité interpellés, hantés parfois, alors ça c'est plus pour Faust, hein, voilà, mais par les grands mythes de cette lutte contre le vieillissement. Voilà, alors comme il nous reste 4 minutes à passer ensemble pour la fin de cette... Par mythe, alors. Non, peut-être pas 1 minute par mythe, mais celui qui vous plaît le plus. Alors j'ai parlé de Narcisse tout à l'heure, il y a Pygmalion, il y a Faust bien sûr qui vend son âme au diable, il y a Prométhée, voilà, que Zeus accroche à la montagne pour lui faire dévorer le foie par un aigle. Alors lequel on choisit? Nicolas, je vois dans votre grande culture cette interrogation par rapport à ces mythes qui sont fondateurs. Alors je vais prendre le plus difficile, celui peut-être pour lequel on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée était tout à fait extraordinaire parce que Prométhée, qui est donc un homme du peuple, un demi-dieu, mais qui travaille à la forge, a décidé qu'il fallait donner le feu aux hommes, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire la connaissance. Et il va donc aller le dérober sur un char au niveau du soleil, et quand il le rapporte et qu'il donne le feu aux hommes, d'ailleurs ça leur fait pas que du bien, parce que la science a fait beaucoup de dégâts avec les bombes atomiques, mais voilà ce qui se passe, c'est que Zeus veut le punir, il l'attache sur un rocher, et tous les jours, un vautour, un aigle ouais, vient du ciel et lui mange un morceau de son foie. Qui se reconstruit. Qui se régénère. Et donc c'est pour ça, ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que déjà à cette époque, quand le mythe a été fait, les anciens avaient constaté que le foie pouvait se régénérer. C'est quand même une découverte extraordinaire. Alors quel est le rapport avec la chirurgie esthétique? Eh bien, c'est dans la beauté de la découverte des nouvelles techniques. C'est-à-dire que nous, notre métier de chirurgien est sans arrêt illuminé par ces savants, ces personnages qui ont de l'énergie pour aller inventer. Ils prennent des risques insensés, des risques pour eux, des risques pas pour les patients, mais c'est difficile d'être à la recherche. Et donc leur foie est dévoré par l'angoisse tous les jours. Et ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir. Par chance, Prométhée a été libéré. Il y a toute la suite de l'histoire. Mais les savants, parfois, ont été condamnés. Et on connaît aussi Galilée, qui n'a pas pu vraiment bien s'en tirer à l'époque, parce qu'on lui avait dit « Mais non, cette Terre, elle ne tourne pas. » Et lui disait « Si, elle tourne. » Et donc, pour moi, c'est le mythe de ce chirurgien qui opère avec ses mains et qui doit avoir quand même un cerveau pour essayer d'imaginer qu'est-ce que peut être une meilleure technique opératoire, un meilleur avenir pour l'homme. Ça, c'est le côté opérateur. Et le côté patient, peut-être, vous pouvez nous dire un mot sur Dorian Gray. Alors, Dorian Gray, c'est une histoire qui est extraordinaire. Vous savez que Oscar Wilde avait écrit cette histoire pour montrer que un homme ne vieillissait pas, mais c'était son tableau qui a été fait par un grand artiste qui vieillissait. Et donc, c'était extraordinaire dans la société britannique de rencontrer Dorian Gray, jeune et beau, des années après, alors que tout le monde avait vieilli. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dorian Gray ne vieillit pas? Et c'est un petit peu ça, l'image de la chirurgie esthétique, qui permet à un individu de conserver une apparence sympathique et agréable. Et tout le monde se dit... Mais comment ça se fait? C'est pas normal. Il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dû faire un pacte avec le diable pour que son image ne se transforme pas. Et donc ce mythe de Dorian Gray reste très actuel parce que pour beaucoup de personnes, vieillir reste quelque chose qui est indispensable. Et nous, chirurgiens, on est entre les deux. On dit oui, vieillir c'est bien, mais vieillissez lentement. Et si on peut ralentir votre vieillissement, apprenez à rajeunir. Ben oui, rajeunir. La chirurgie esthétique qui n'est ni, on l'a compris durant toute cette émission et au travers de vos chroniques hebdomadaires dans C'est bon pour la santé, la chirurgie esthétique qui n'est jamais honteuse, voilà, qui n'est pas criminelle, ni sublime, ni criminelle, ni honteuse, c'est une activité médicale
au service de l'humain, et on l'a compris aujourd'hui, encore une fois avec vous, ce service du patient et de l'humain. Donc on conseille la lecture de Se rajeunir de Vladimir Mitz, aux éditions de Paris Max Chaleil. Écoutez, on a pris un bon coup de jeune, moi je trouve, c'était bien. Voilà, on est reboosté pour la semaine, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est bon pour la santé. Merci Vladimir, c'est un bonheur de vous écouter en tout cas. Ouais, c'est très plaisant, toujours, comme chaque semaine d'ailleurs. Merci Serge, vous avez rajeuni un peu pendant cette émission. Merci Serge Surpin, qui n'a pas vieilli lui non plus. Voilà, à la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.